Tout d'abord, dans cette émission d'un livre qui est récemment sorti, c'est Le couple face à l'infertilité, qui est publié aux éditions Albin Michel. Il est écrit par deux Nantais, un praticien et une psychologue. Il nous parle de ce problème de l'infertilité qui concerne un couple sur 6. Voilà, pendant que mes invités me rejoignent, le docteur Miguel Jean, qui est biologiste et chef du service de médecine et de reproduction au CHU de Nantes, et Lynn Petit, qui est psychologue récemment retraitée, je crois. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors pour parler de votre livre, Le couple face à l'infertilité, un livre qui croise à la fois votre regard justement de médecin et puis un regard psychologue sur la question de l'infertilité, en se basant sur des témoignages que vous avez pu peut-être recueillir au cours de votre carrière. Alors ça fait longtemps, tous les deux, que vous travaillez sur cette question. Pourquoi avoir l'idée de sortir un livre maintenant ? L'idée, elle vient de ce que nous étions tous les deux soignants au contact des patients concernés par l'infertilité. Et on a ressenti chez eux un besoin d'information, d'accompagnement, qui allait peut-être un peu plus loin que ce qu'on pouvait dire tous les jours de vive voix aux hommes et aux femmes que nous croisions. Et on a articulé notre livre sur des histoires de vie qui révèlent les vraies préoccupations de ces patients, de ces hommes, de ces femmes, confrontés à une médecine parfois un peu lourde à supporter. Et alors, est-ce que ça a aussi un rapport avec l'actualité? Parce que c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de la procréation médicale assistée qui devrait faire l'objet d'une loi. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous avez voulu, vous, parler de ce sujet-là, à ce moment-là? Lynn Petit? Alors non, c'était pas vraiment d'actualité, pas d'une manière aussi précise lorsque nous avons écrit ce livre. Mais c'est vrai que le fait d'être infertile, de ne pas pouvoir d'enfant, qu'on soit hétérosexuel ou qu'on soit homosexuel, c'est une grande souffrance. Oui, parce que là, donc, c'est un projet de loi par rapport au mariage pour tous. Et donc, mais le sujet, évidemment, concerne aussi les couples infertiles hétérosexuels. Et alors, c'est un sujet, l'infertilité, qui a aussi inspiré le cinéma. Je ne sais pas si vous connaissez ce film qui s'appelle Une folle envie, qui était sorti il y a bientôt 2 ans maintenant, parce que c'était en 2011, de Bernard Jean-Jean. Alors, je vous propose d'avoir un tout petit extrait. C'était avec Clovis Cornillac et Olivia Bonamy, et ils ont rendez-vous chez le médecin. Mais en fait, au bout d'1 an et demi, toujours pas de bébé. Alors on est passé à la vitesse supérieure. Test d'ovulation pour pas rater le coche, et les positions du Kama Sutra les plus favorables avec un livre que j'avais dégoté. Oh. On a essayé la brouette, l'enclume, l'éléphant. On faisait l'amour partout, tout le temps. Mais rien. Que dalle. Injuste. On va lancer une série d'examens pour voir si la nature a glissé une énigme dans l'un de vous deux. Pour vous, monsieur, il suffira d'un spermogramme pour étudier la nature et puis la vitesse et la morphologie de vos spermatozoïdes. Est-ce que vos seins sont douloureux? Les seins? Non, votre ventre est parfaitement souple. Pouvez vous rhabiller. Et pour vous, madame, l'examen, ce sera hystérographie et test de Huner pour voir comment les spermatozoïdes remontent jusqu'à l'utérus. Ça se fait après un rapport. Hein? Encore? Enfin, après 3 jours d'abstinence pour vous, quand même, monsieur Le Guenec. Hein? C'est déjà ça? Oui. Vous n'avez jamais été enceinte? Moi, En fait, j'ai pas eu souvent l'occasion d'être père. Enfin, je veux dire, j'ai eu 2 belles histoires, mais qui sont restées stériles. Stériles. Donc voilà, une illustration des batteries de tests qu'on peut faire quand on découvre ce problème d'infertilité. On traitait ici avec légèreté, évidemment. Quelles sont, en général, les causes de l'infertilité? Alors, on pourrait prendre un peu de temps pour essayer d'y répondre de façon complète. Pour faire simple, la première cause qu'on pourrait mettre en avant là, aujourd'hui, c'est l'âge des femmes qui reculent pour la première grossesse. En France, aujourd'hui, la première grossesse intervient en moyenne à la 30e année. C'est un âge qui va en augmentant parce que il y a une vingtaine d'années, l'âge de la première grossesse était plus proche de 25 ans. Donc on voit bien que les évolutions sociétales, tout à fait légitimes, respectables, pour lesquelles les femmes reculent cette première grossesse, vont en augmentant. La difficulté, c'est que la fertilité féminine va
diminuer doucement, mais inexorablement à partir de la 30e année, pour s'accélérer à partir de 35 ans. Et on voit arriver des femmes qui ont retardé, pour des tas de raisons, encore une fois parfaitement légitimes, leur première grossesse, et qui se trouvent confrontées non pas à une maladie au sens plein du mot, mais bien à un vieillissement naturel de leurs ovaires, qui sont de moins en moins aptes à fabriquer des ovules. Donc c'est d'où une difficulté à procréer, mais là c'est plus le cas des femmes, et ça touche également les hommes. On est d'accord. Dans un couple pour 40%, en fait, c'est ça touche et l'homme et la femme, en fait, à peu près. Voilà. Il y a un équilibre dans les causes possibles de l'infertilité entre l'homme et la femme. Parce qu'il y a des facteurs, donc là, comme vous l'avez dit, un peu sociétaux, on pourrait dire, mais aussi environnementaux. Oui, peuvent probablement jouer. que ce qu'on mange, ce qu'on respire, mais aussi ce qu'on fume a un effet désastreux sur notre fertilité. C'est écrit sur les paquets, maintenant. Oui, mais il faut le répéter. C'est important de dire que fumer va nuire gravement à la santé d'abord, mais à la fertilité ensuite. Alors après, on voit qu'une fois qu'on annonce ce problème de fertilité, il peut y avoir des réactions différentes chez l'homme et chez la femme. Vous l'avez observé, Lynn Petit, quand vous receviez vos patients? Oui, quand on apprend la nouvelle de cette difficulté. Quand on apprend la nouvelle. Alors tout dépend évidemment de laquelle des deux personnes a un problème. Si c'est l'homme qui a un problème, il est évidemment très touché par cette situation. Ça peut être différent selon sa personnalité. Mais la femme est également touchée parce qu'elle elle ne pourra pas avoir d'enfant avec cet homme-là. Donc il va falloir trouver une autre solution. Donc les réactions entre les hommes et les femmes sont différentes. Et c'est souvent d'ailleurs la cause d'incompréhension dans le couple. Alors vous, c'est vrai que chez vous, ils peuvent dire des choses qui sont peut-être pas très socialement acceptables autrement, quand il y a certaines femmes qui sont du coup jalouses d'autres femmes qui peuvent être enceintes ou qui détestent voir des poussettes. Vous racontez justement des anecdotes comme ça, où c'est vraiment très dur de voir la grossesse chez les autres, quoi. Oui, c'est-à-dire que la plupart des femmes qui éprouvent ce genre de pensée, qui ont des fantasmes de cet ordre-là, ne savent pas trop à qui les dire, parce que c'est quand même pas très moral. Et le fait d'en parler à une psychologue et de s'apercevoir que c'est normal d'avoir ce genre de pensée. C'est même bien de les évacuer. Oui, qui sont des réactions à une difficulté. Alors justement, à cette difficulté, est-ce qu'il existe toujours des solutions, alors qu'elles soient psychologiques peut-être ou médicales? Est-ce qu'il y a toujours une solution à l'infertilité? La médecine propose des réponses à certaines situations. Malheureusement, il n'y a pas de réponse universelle. En clair, chaque histoire est singulière. Et chaque couple a sa propre histoire d'infertilité. La médicalisation, elle est possible techniquement, mais elle n'est pas forcément systématique. Ce que je veux dire par là, c'est que certains couples refusent cette invasion médicale dans leur intimité et dans leur projet d'enfant. Donc, quand une situation difficile est identifiée, quand le médecin consulté trouve que telle technique pourrait apporter une réponse, elle doit être proposée au couple. Proposée. Et c'est au couple qui, en fonction de ce qu'il peut supporter, accepter, ira dans cette médicalisation du désir d'enfant. J'insiste là sur le fait que le projet d'enfant doit rester celui du couple et non pas celui de la médecine. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs tout le début du livre, c'est sur ce désir d'enfant, on va réfléchir sur ce que ça signifie qu'avoir un désir d'enfant. Et alors justement dans la question de l'invasion du médical dans la sexualité, parce qu'on parle quand même de sexualité, on l'a vu aussi dans le petit extrait du film, vous ça a forcément aussi des incidences sur le couple et sur la sexualité, cette question d'infertilité. Alors oui, souvent la sexualité donc est très malmenée, on pourrait dire, et parfois même, les couples n'ont plus de relation au bout d'un certain temps parce que le corps de la femme est devenu un objet de soin et perd de son attrait pour le... Et tout est calculé, oui. Du coup, tout est oui. un peu mécanisé peut-être. Et est-ce qu'on a beaucoup de cas, quand un couple se rend compte de cette situation d'infertilité, qui mène à la rupture dans le couple ou... Ça arrive parfois... moi, j'ai vu quelques situations où la femme, par exemple, s'était rendue compte qu'elle n'avait pas véritablement de désir d'enfant. Mais il lui a fallu du temps pour s'en rendre compte.
mais ça arrive parfois, bien sûr. Mais ça reste toujours important d'avoir cet accompagnement, en tout cas psychologique et je dis pas que et c'est médical. indispensable. Non, je dis pas que c'est indispensable. Ça dépend des personnes. Il y a des hommes qui ont beaucoup de mal à exprimer ce qu'ils ressentent et qui ne peuvent pas aller voir une psychologue, qui va envoyer leur femme, par exemple, à leur place. Mais il y a aussi d'autres, heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas que les psychologues, hein. Il y a d'autres solutions qui peuvent être très intéressantes aussi. L'accompagnement du couple peut revêtir différentes formes. L'équipe soignante, déjà, peut avoir son rôle d'accompagnant dans le parcours de soins. Et puis, il y a des associations qui ont aussi comme objectif d'accompagner les couples infertiles. Et je travaille notamment dans une association qui s'appelle Amphore, qui est créée à Nantes il y a une dizaine d'années maintenant, qui a cet objectif. Proposer, en dehors des murs de l'institution hospitalière ou de la clinique, une écoute bienveillante, attentive, justement destinée à aider les couples à franchir ces étapes de vie extrêmement rudes. Et désormais, ils ont un nouvel outil aussi, c'est votre livre, donc Le couple face à l'infertilité. Si on n'a pas envie d'aller vers l'hôpital ou vers d'autres associations, il y a maintenant, on peut aller à la librairie. Donc c'est un livre tout récemment sorti aux éditions Albin Michel pour 15 €, un livre qui se veut grand public. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous. Et tout de suite, c'est l'heure du